En effet, Jean-Paul Mattei, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques, un proche de François Bayrou, puisque vous dirigez le groupe MoDem à l'Assemblée nationale, un des piliers de la majorité. La France retient son souffle avant la décision du Conseil constitutionnel, on l'a dit, sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous, donc l'une des composantes de la majorité, qui a parfois aussi une musique un petit peu différente à faire entendre, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Effectivement, le pays est suspendu à cette décision. Ce n'est pas la première fois. Les avis du Conseil constitutionnel sont importants sur beaucoup de textes. D'ailleurs, beaucoup de projets de loi de finances chaque année. Là, c'est crucial. Là, c'est effectivement crucial et c'est très important. En fait, je pense qu'il y aura deux aspects. Soit le Conseil constitutionnel considère que, en la forme, le texte doit être censuré, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le 47.1, oui. Il y a eu l'article 38 du règlement au Sénat, il y a eu l'article 44, enfin, plus le 49.3 pour terminer. Donc ce serait logique qu'il soit censuré ? Alors, je ne dis pas ça. Je pense que sur la sincérité, sur la clarté, ce qui sont les grands principes qui pourraient poser problème, je pense qu'on n'y est pas et que le Conseil constitutionnel peut être amené à censurer quelques mesures qui pourraient être considérés ce qu'on appelle comme des cavaliers législatifs. C'est-à-dire, par exemple, la mise en place d'un index senior. Oui, l'index senior, le CDI senior, il y a quelques points qui pourraient être, mais qui pourront tout à fait être réétudiés dans une analyse plus globale du texte. Est-ce que vous seriez satisfait que le Conseil constitutionnel donne son feu vert au référendum d'initiative partagée ? C'est une demande de la gauche. Est-ce que ce serait un progrès, selon vous ? Ce qui a été demandé dans le cas du réforme d'initiative partagée, c'est simplement de dire est-ce que c'est 62 ans le principe de l'âge de départ à la retraite plutôt que 64. Ça manque un peu de densité. Après, c'est un outil démocratique qu'il faut respecter, on verra bien. Mais vous seriez politiquement satisfait que non, je pense qu'on a eu un texte qui me semble utile. C'est pas la grande loi la grande réforme des retraites, mais c'est un texte utile et nécessaire pour l'équilibre financier. Donc je pense qu'il faut qu'on ait ce processus d'aller jusqu'au bout de ce texte. Nous aurions souhaité, nous, aller au vote, vous le savez. Bon, on a eu le 49.3, qui est une forme de vote par... mais on sent des regrets, on sent une amertume quand même. Oui, mais bien sûr que je souhaitais, moi, qu'on puisse... que le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, puisse voter sur ce texte. Il y a eu un vote, puisque la motion de censure n'a pas été, et n'a donc pas annulé le texte, donc il y a eu un vote, on peut pas le nier. Maintenant, je pense il faut qu'on avance. On avance. Est-ce que c'est la fin de l'histoire, Jean-Paul Mattei ? Est-ce que si c'est le cas, la loi aura été validée par le Conseil constitutionnel, et encore une fois, si c'est le cas, eh bien, la réforme s'appliquera pour les prochaines années. Il n'y a pas de clause de revoyure ? Si, alors, justement, nous, au groupe démocrate, MoDem et indépendant, on a insisté sur la mise en place d'une clause de revoyure, qui était initialement dans le projet, dans le fameux article 7, qui est maintenant devenu l'article 10 dans le nouveau texte, et qui prévoit qu'il y aura la remise d'un rapport au 1er octobre 2027, et ce rapport sera débattu à la fois. Donc ça, c'est dans la loi. Ça, c'est dans la loi. Et il sera tout à fait possible, à ce moment-là, de se saisir de cette question. Et je rappelle que le fameux âge de 64 ans, en 2027, on ne sera pas à 64 ans, puisque l'application de la loi s'applique dans le temps et ce n'est pas d'effet immédiat. On a une projection qui me semble nécessaire. Et donc, pour moi, et j'invite les forces syndicales à réfléchir sur ce sujet, à se saisir de cette possibilité de travailler sur l'application de la loi, voir si les équilibres sont bien respectés. Et ça veut dire, parce que on entend dans ce que vous dites que finalement 64 ans, c'est pas sûr. Et non, c'est presque ce que vous semblez souhaiter. 64 ans est une forme de sécurité financière pour justifier l'équilibre financier de cette réforme. Mais ça n'empêche que rien n'est fermé. Vous savez, on est sur des hypothèses de taux de chômage, de croissance, sur lequel est bâti un peu ce texte. C'est des choses qui sont de toute façon variables. Et donc, dans le temps, on sait bien que ces réformes des retraites, on y revient souvent, c'est pas quelque chose de figé. Et je crois que... Mais c'est important ce que vous dites ce matin. Ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite sur ces... Enfin, on a encore une fois sur l'aboutissement de la loi. On a fixé un cap. Je pense qu'il faut travailler un peu plus
pour arriver à l'équilibre et le maintien des retraites par répartition, parce que c'est le principe même. Les cotisants d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui. Ça me semble excessivement important de maintenir ces équilibres. Mais on ne s'interdit rien sur la réflexion de l'évolution de ce texte. Et à mon avis, il y a plein d'occasions de se retrouver avec les partenaires sociaux pour travailler ensemble sur ces sujets de fond. Et ça va donner du grain à moudre, justement, à ces partenaires sociaux, à ces syndicats qui, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel ce soir, pour la plupart d'entre eux, la CFDT a un discours un petit peu différent, disent que le combat va continuer contre cette réforme. Alors, il y a plusieurs types de combats. Il y a le combat en disant retrait de la réforme. Bon, nous étions, nous, le groupe favorable à cette réforme. Encore une fois, pas la réforme du siècle, mais qui semblait nécessaire. Ça n'empêche que aujourd'hui, les syndicats, les partenaires sociaux ont prouvé, lorsqu'ils sont venus à Matignon, dans d'autres domaines, qu'ils étaient capables de se mettre d'accord sur certains sujets. Sur votre plateau, tout à l'heure, j'entendais qu'on évoquait l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, également sur l'économie verte qui vient d'être adoptée. Les partenaires sociaux ont su trouver les chemins pour trouver des solutions. Par exemple, cet accord sur le partage de la valeur est très riche. 36 articles, très riche et dense. Mais pardon de revenir sur la réforme des retraites. Lorsque Laurent Berger avait, il y a quelques jours, quelques semaines, évoqué la nécessité d'une médiation, le gouvernement avait fermé la porte et vous aviez dit, mais oui, ce serait peut-être une bonne solution. Donc on sent qu'il y a vraiment deux lignes au sein de l'exécutif aujourd'hui. Je pense que le moment est venu de se mettre autour d'une table, de travailler. Pour moi, l'histoire n'est pas terminée, loin de là. On peut avoir une réflexion à long terme sur les réformes et la notion d'une loi travail qui prendra en compte certains sujets, notamment sur le temps de travail. Ça, je pense que toutes les pistes sont ouvertes et il faut qu'on les saisisse. Mais aujourd'hui, concrètement, on voyait les syndicats reçus à Matignon il y a quelques jours, c'est bloqué. Ils sont venus, la réunion a tourné court parce que ça bloque sur la question des 64 ans. Ça, vous le voyez, vous êtes, encore une fois, membre de la majorité. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, il n'y a aucune ouverture. Je dirais les 64 ans, il est des deux côtés. Il y a à la fois, on dit, nous, c'est une garantie de l'équilibre financier. De l'autre côté, les syndicats, on voit bien avec l'application de la réforme Touraine que dans certains cas, on arrivait à 64 ans. Beaucoup de retraites même. Certains, c'est 67 ans. Il faut aussi parler de retraite complète. Mais là, c'est la loi et ça ne passe pas. Il faut qu'on se pose et qu'on ait une réflexion globale. Je crois que ce sont les bonnes pistes à prendre. Il y aura un an, dans quelques jours, qu'Emmanuel Macron a été réélu. Finalement, quel bilan vous tirez de cette première année, pour le moins mouvementée, sans majorité à l'Assemblée nationale? Comment vous allez faire pour tenir 4 ans dans ces conditions et pour gouverner? Moi, je crois qu'il faut qu'on se projette sur des textes importants. Il y aura peut-être la loi travail, il y a également une loi sur le logement, sur la santé, sur le 5e risque. Il faut qu'on ait des textes, me semble-t-il, qui nous projettent. On a vécu pendant le dernier quinquennat, et même ce quinquennat-là, des textes beaucoup en défensif pour répondre à une crise. Ça a été les Gilets jaunes, ça a été la crise sanitaire, ça a été la guerre en Ukraine. Et qui demandait des efforts aux Français. Et qui demandait des efforts aux Français. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, on s'est retrouvés. La loi, par exemple, de finances rectificatives sur le pouvoir d'achat, on a retrouvé une majorité 149.3. On a adopté des textes 149.3. Donc il faut, en quelque sorte, si on vous entend bien, gouverner avec des textes qui... Parce que la loi sur le pouvoir d'achat, c'était, comme son nom l'indique, plus de pouvoir d'achat pour les Français. Oui. Donc des textes qui font plutôt plaisir aux électeurs. Mais il faut qu'on soit aussi en responsabilité. Parce que ça veut dire dépenser plutôt que de demander des moyens. Vous savez que nous, notre groupe et notre mouvement est très attaché aux équilibres financiers, et notamment aux finances publiques, et éviter le dérapage. Donc on sera excessivement vigilant. Donc il faut qu'on réfléchissent à, je dirais, d'autres vecteurs et emballer en quelque sorte avec des belles réformes qui puissent essayer d'élargir notre majorité relative. On entendait la chronique d'Axel de Tarlé avant le journal. La question du partage des richesses a été au cœur de la contestation. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester dans le statu quo aujourd'hui fiscal? Je dis cela parce que vous aviez défendu une taxe sur les superdividendes. Est-ce qu'il faut la mettre en place? Est-ce que vous allez revenir à la charge là-dessus? Sur l'ISF, on ne bouge pas. Quel est votre sentiment? Moi, je crois qu'il faut être lucide. Les revenus du travail contribuent plus au budget de l'État que les revenus du capital. Donc, on a un sujet de... Et vous le déplorez? Je le déplore. Je pense qu'il faut qu'on se pose la bonne question. Nous sommes actuellement en train d'avoir une mission dans le cadre de la Commission des finances au Parlement sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Je crois qu'il faut qu'on mette tout à plat et qu'on réfléchisse. Mon amendement sur les superdividendes, c'était aller chercher
les dividendes donc, qui sont distribués, c'est pas un bénéfice qui sort de l'entreprise, alors qui certes nécessaire pour rémunérer les actionnaires, mais qui était un symbole et qui permettait en quelque sorte de rééquilibrer et donner un signe que les gens qui ont la chance d'avoir des revenus au passé, vous allez le Ah mais je n'en parle pas au remettre. passé, vous savez, je ne lâche rien et que de toute façon, ça reviendra sur la table dans le cas soit du PLF, soit d'un texte autonome sur ce sujet. Sur les superdividendes. Donc on a entendu ce matin votre loyauté, mais aussi votre singularité au sein de la majorité. Je vous remercie Jean-Paul Mattei, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup à tous les deux.